Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, ravi de voir autant de monde, voilà, pour parler de ce sujet. Alors, nous allons vous présenter donc une vision élargie des états dépressifs ou de la dépression avec la vision spécifique du décodage. Mais avant tout, commençons par l'objectif de la conférence. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est de proposer les hypothèses de décodage sur l'origine et le sens des états dépressifs. C'est aussi ouvrir une voie vers une autre perception et compréhension des troubles dépressifs et proposer des pistes de stratégies d'accompagnement. Et enfin, apporter des éclairages sur différents types de dépression. Mais on va revenir déjà sur la définition de l'OMS et ensuite on parlera de la vision du décodage. La définition de l'OMS. Donc en fait, la dépression, c'est un trouble mental courant qui se caractérise par la présence d'une humeur dépressive ou d'une perte durable de la capacité à éprouver du plaisir ou de l'intérêt. La dépression, c'est une priorité de santé publique et elle augmente dans le monde et touche vraiment tous les âges. Aujourd'hui, une personne sur 5 a souffert ou souffre d'une dépression dans sa vie. La prévalence des états dépressifs a augmenté depuis 2017 avec le Covid et de manière excessive, surtout chez les jeunes entre 18 et 25 ans. Alors, qu'est-ce que la dépression? Elle est définie comme une maladie psychique ou dépression nerveuse avec des troubles de l'humeur. Selon l'intensité et la périodicité, avec des épisodes mineurs ou isolés, saisonniers ou chroniques, le plus souvent, c'est une succession d'épisodes dépressifs caractérisés. Il y a des dépressions mélancoliques, des dépressions anxieuses, des dépressions névrotiques, bipolaires, atypiques. Et dans les cas les plus graves, elle peut évidemment mener au suicide. Comment est-ce qu'on caractérise un état dépressif? Alors, il y a plusieurs paramètres qui sont la perte d'intérêt, la perte d'envie, la perte d'estime de soi avec la culpabilité, des difficultés de concentration, plus de goût de vivre, plus de projet de vie, une perte de l'appétit ou au contraire de la boulimie, une hypersomnie ou de l'insomnie, de l'inertie, un manque d'énergie, la tristesse, bien sûr. Le monde médical différencie différents types de dépression. La dysthymie ou dépression anxieuse, tendance dépressive ou trouble dépressif persistant sans répondre aux critères d'un épisode dépressif majeur, symptômes similaires à l'épisode dépressif majeur avec une intensité moindre, mais une évolution chronique altérant l'estime de soi, le sommeil et des aptitudes à se concentrer. Ensuite, on a le trouble bipolaire avec des dérèglements d'humeur, avec des alternances d'états d'exaltation ou maniaque et de dépression qui concernent 2,5% de la population. Nous avons également la dépression postpartum, qui est un état physiologique de tristesse ou d'anxiété qui se manifeste souvent après l'accouchement, bien sûr, comme son nom l'indique, avec le baby blues. Et une femme sur 8 peut être touchée. C'est une réelle dépression qui s'installe. La dépression postpartum est un état dépressif majeur qui apparaît en général quelques semaines après, à quelques mois après l'accouchement, et elle peut être invalidante et durer sur plusieurs mois. Ensuite, il y a la dépression saisonnière qui est aussi appelée TAS, T-A-S, trouble affectif saisonnier, qui est associé au changement de saison et plus précisément au manque de lumière naturelle. Enfin, le burn-out. Le burn-out, tout le monde en entend parler avec cette compétition, rentabilité, ce stress répété qui affecte les individus dans leur milieu professionnel, allant jusqu'à l'épuisement. 30 000 personnes sont touchées en France. Un épuisement physique, émotionnel et mental résultant d'une exposition à des situations de travail émotionnellement exigeantes, avec souvent 3 dimensions, physique et psychique. La dépersonnalisation ou le cynisme se traduisant par un retrait et une indifférence vis-à-vis du travail. Et enfin, la perte d'efficacité au travail et la dévalorisation de soi. Il survient lorsque les ressources cognitives et affectives d'un sujet sont saturées, sidérées par la pression, incapables de traiter et de s'adapter encore aux afflux extérieurs. Certains professionnels de la santé considèrent le burn-out comme une forme de dépression, d'autres comme un syndrome. Le décodage semble avoir une autre manière d'aborder les troubles comportementaux et la dépression. Oui, et donc c'est ça qui nous intéressait de vous présenter. Mais tout d'abord, il est important de noter qu'il n'existe pas une dépression, mais plutôt des états dépressifs, qu'il sera important de préciser avec chaque personne.
en fait, il faudra faire, tout comme avec les symptômes pour les spécialistes en décodage, une véritable anamnèse de la dépression pour chaque personne. Donc, bien retenir, il n'y a pas une, mais des dépressions. Et donc, pour mémoire, le décodage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le décodage se base sur l'idée que le corps a une logique biologique, et que les symptômes ont un sens biologique. Il tente de répondre à des déséquilibres, à des besoins biologiques qui n'ont pu être satisfaits au moment d'un choc, au moment d'un biochoc, au moment d'un drame. Eh bien, en ce qui concerne les troubles du comportement et donc de la dépression, l'hypothèse du décodage s'appuie sur le même principe. Et c'est vraiment ça l'originalité de la vision de la dépression. Ça veut dire qu'après un choc, la réaction ne se traduit pas dans le corps, mais à travers une adaptation comportementale. La réponse, et donc la solution que l'on a trouvée, devient comportementale dès que la personne se retrouve face à plusieurs déséquilibres biologiques. Et donc, la théorie du décodage précise qu'il faut au moins 2 vécus émotionnels intenses et sans solution pour créer une autre réalité, un trouble de comportement. La solution n'est ni dans le corps, ni dans la tête, elle est dans l'adaptation comportementale. Ainsi, un trouble comportemental, et c'est vraiment ça la spécificité, a un sens biologique. Un trouble du comportement a une utilité et répond à une logique biologique spécifique. Et c'est la compréhension de cette logique qui est la clé pour trouver les origines émotionnelles et les besoins biologiques forcément à l'origine de tout comportement. Voilà pour la définition, mais quel peut être finalement le sens de la dépression? C'est étrange de poser comme postulat que la dépression biologique a un sens. Eh bien, une des hypothèses est d'envisager que la dépression, est d'envisager la dépression comme une solution de survie. Face à un danger, l'individu se met de côté en attente pour laisser passer le danger. Tout le monde a fait cette expérience. Par exemple, face à une autorité, devant un policier, vous essayez de négocier, mais si le ton monte, vous vous écrasez, vous attendez que le danger passe. Certains peuvent même rentrer dans un état de soumission sans pouvoir réagir. Les spécialistes en décodage ont reconnu ce que l'on propose sous le nom de patte hormonale, cet état de soumission. Autre hypothèse de sens, la dépression peut être vue comme une solution d'adaptation au monde, une solution d'adaptation sociale. Je m'adapte pour survivre ou pour maintenir l'harmonie du groupe. Par exemple, si je ne suis plus là, la famille sera tranquille. Comme si se mettre de côté était la solution pour que l'équilibre de la famille soit maintenu, pour que la famille soit tranquille ou survive. La survie de l'espèce est dans ce cas-là, dans bien des cas, supérieure à la survie de l'individu. Ces 2 hypothèses de sens sont assez générales. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une, mais des dépressions avec des sens spécifiques qu'il faudra mettre en évidence afin de proposer des hypothèses de vécu personnalisées. Par exemple, prenons un exemple tout simple. L'état de repli sur soi, qui fait partie vraiment d'une symbolique ou d'une stratégie vraiment que l'on retrouve fréquemment dans la dépression. Eh bien, quel est son sens? Quelle est son utilité? Quelle est l'utilité de s'enfermer, de ne plus parler? Eh bien, s'enfermer, eh bien, permet d'éviter de vivre quelquefois une injustice que l'on nous impose. Et de ne plus parler, eh bien, c'est éviter de parler parce qu'on a peur de dire quelque chose. Donc, l'hypothèse de décodage peut avoir comme origine, dans ce cas-là, une difficulté face à l'injustice que l'on vit comme imposée et un autre vécu émotionnel qui est la peur de parler. Si ces 2 vécus se traduisent dans le corps, là je parle aux spécialistes en décodage, eh bien, ils toucheront soit la vésicule biliaire pour ce qui est de l'injustice, soit le larynx pour la peur. Donc, ces 2 vécus ne se vivent pas dans le corps, mais ils se vivent dans une autre réalité qui est le repli sur soi. Et vous voyez ainsi la précision du décodage. Là, c'est un exemple de fonctionnement ou en tout cas une particularité. Et donc, à chaque particularité, on va aller chercher comme ça l'origine de ces états. Donc, mais plus étonnant peut-être, certains symptômes, et c'est ça qui nous a vraiment paru important avec R,
certains symptômes peuvent être de véritables signaux d'alerte d'un éventuel état dépressif. En effet, certaines maladies peuvent elles-mêmes être considérées comme la source de la dépression, soit l'expression biologique de la dépression. Ce que nous avons choisi de vous présenter sous le nom de dépression biologique. Alors, on va commencer par les maladies chroniques. Donc, la définition de la maladie chronique, c'est un état pathologique de nature physique, psychologique ou cognitive qui dure dans le temps avec une ancienneté d'au moins 3 mois. Elle a un retentissement sur la vie quotidienne et elle comporte au moins en général une limitation des relations sociales, une dépendance à un médicament, un suivi médical. Donc, la maladie chronique, c'est l'installation d'un symptôme sur la durée. Donc, dans les maladies chroniques, on va pouvoir voir des problèmes de dos, de sciatique, de cruralgie, de lombalgie, des douleurs comme la fibromyalgie, la maladie de Crohn, des problèmes de poids ou des problèmes de type céphalée. Alors, l'autodéclenchant, c'est une des hypothèses du décodage qui est que la façon dont une personne va vivre son symptôme la remet en stress. Son vécu émotionnel est identique à celui qui est à l'origine du symptôme. Le stress, il est donc lié au symptôme, à sa manière de le vivre. Il la met dans un système en boucle, ce qui amène le symptôme à devenir chronique, ce qu'en décodage, on appelle l'autodéclenchant. Donc, ce cercle vicieux peut amener la personne dans un état dépressif du fait de la récurrence du symptôme, de l'état inflammatoire, de la douleur associée, du manque d'espoir et de la sensation d'être sans issue, sans solution. La stratégie du thérapeute sera dans ce cas de chercher comment la personne vit son symptôme pour retrouver le ressenti qui est identique à celui d'origine. Et donc, je peux vous donner l'exemple que j'ai eu la semaine dernière avec une patiente qui souffre de surpoids. Et puis, elle commence à me parler et ça fait plusieurs fois que je la suis, plusieurs séances. Et en fait, son mot, c'est « je commence à désespérer, j'ai l'impression que je suis coincée, que je suis sans issue ». Et en fait, c'est à partir de cet instant-là, j'ai pas cherché un autre instant, mais le vécu de son symptôme d'être coincé dans son surpoids, de ne pas y arriver, d'être sans issue, en fait, la maintient dans une espèce d'état dépressif caché et qui se cache derrière son surpoids. Et en fait, le programme qu'on a trouvé de cette situation coincée, sans issue, dans laquelle elle est aujourd'hui, eh bien, a une origine quand elle a 7 ans. Eh bien, quand elle a 7 ans, elle est cachée et elle vit avec une mère qui, visiblement, a beaucoup de problèmes, difficultés comportementales avec les voisins. Les voisins les agressent et elle se retrouve toujours coincée, sans issue, cachée derrière un mur. Voilà l'instant programmant qu'on a retrouvé. Et donc, tout ça pour dire que une maladie chronique, en fait, peut s'auto-déclencher, mais derrière, il peut y avoir cet état dépressif que l'on va retrouver. Car comment sortir d'une situation dans laquelle on est coincé, sans issue, etc. Et donc, il y a un programme qui peut être, déprogrammé si on retrouve l'origine. Alors, on a parlé de l'inflammation chronique qui peut aussi jouer un rôle clé, parce que des études récentes en neurosciences montrent que la dépression pourrait être liée à une inflammation chronique de faible intensité, avec une augmentation des cytokines pro-inflammatoires qui entraînent une altération de la communication neuronale. Une influence de l'inflammation sur la production de sérotonine qui est impliquée dans la régulation de l'humeur aussi, du sommeil et de l'appétit et de dopamine associée au plaisir et à la motivation. Ainsi, lorsqu'un décodeur reçoit une personne ayant une pathologie chronique, il convient d'être très attentif et de rester vigilant à la possibilité d'un état dépressif sous-jacent, comme l'a dit Béa, qui peuvent être là avant ou se déclarer après l'apparition du symptôme. Certaines maladies chroniques ou inflammatoires peuvent s'installer du fait de freins biologiques qui empêchent le retour vers l'homéostasie et peuvent eux-mêmes être des marqueurs ou le signe d'une dépression. La triade de la création. Alors ça, c'est ce qu'on utilise en décodage. Donc, ce sont des freins. Parmi ces freins, on va retrouver les gonades, les ovaires, les testicules, les reins, les surrénales. Parce que ces 3 organes, ils ont pour mission d'apporter et de transmettre l'énergie vitale du corps, ainsi que l'énergie dont le corps a besoin pour aller vers sa guérison. En décodage, on parle de ces organes comme étant la triade de la création qui apporte l'étincelle de vie, qui correspond à l'envie, la joie, le plaisir, le désir de vie. Et pour les décodeurs, ce sont donc, on reconnaît les gonades ou ovaires et testicules.
Puis, le lieu de vie, un repère vital, une source de vie qui amène une sécurité, un cadre de vie. Sans repère, on peut sentir que tout s'écroule, tout est perdu, un écroulement psychique. Pour les décodeurs, ce sont les reins. Et enfin, un projet de vie. Celui qui donne le sens à la vie, celui qui donne la direction, le but, ce sont les surrénales. La personne a toujours la peur de se tromper, d'être perdue, et elle se dévalorise. Ce sont donc en décodage des freins, car pour guérir, le corps a besoin d'énergie. Et cet anti-inflammatoire naturel qu'est le cortisol, libéré par les surrénales, n'est peut-être pas là. Mais surtout, lorsqu'il y a la perte d'une ou des plusieurs de ces composants, qui sont l'envie de vivre, le sentiment d'être en insécurité, d'avoir tout perdu, la perte de sens, on voit bien que cela dissimule un état dépressif qui se traduit par une grande fatigue, un manque d'énergie, d'étincelle de vie, une sensation d'être seul, un vide de sens, de ne pas trouver de sens à la vie, d'être dans une voie sans issue, en fait une voie de garage, avec une dévalorisation de soi, de ne pas mériter. Et à tout cela, il va s'ajouter une pression sociale, familiale, qui agit comme une autorité jugeante, qui va enfermer la personne dans sa douleur, dans son incapacité, dans son impuissance, et qui renforce le sentiment de solitude, bien sûr. Le jugement, le regard des autres qui isole et qui rend fou. Alors, il y a la métaphore de la voiture que j'aime bien, qui est qu'effectivement, pour conduire une voiture, il faut un démarreur. Le plaisir, c'est comme le démarreur. Si tu n'as pas de démarreur, tu peux rien faire. Donc, pour démarrer, c'est créer l'étincelle qui fera vibrer le moteur. Ensuite, il faut du liquide pour faire avancer la voiture. Et ça, c'est l'essence, ça correspond au rein. Parce que sans carburant, le véhicule va pas aller très loin, il va pas pouvoir bouger. Et puis, les surrénales, c'est notre volant. Voilà. Alors, c'est compliqué d'aller quelque part si tu n'as pas de direction. Et si tu n'as pas de volant, pour bouger, tu sais pas très bien où il faut aller, dans quelle direction. Imagine la personne, elle est comme une voiture, sans démarreur, sans essence et sans volant. C'est difficile d'avancer dans ces conditions. Un autre élément qui nous paraît important d'aborder et que les décodeurs connaissent sous le nom de syndrome d'épuisement. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, au bout de 6 mois d'exposition à un stress, à une situation stressante, eh bien, la réserve d'énergie du corps est totalement épuisée. En fait, la première solution de survie, eh bien, pendant 6 mois, ça va être d'essayer de sortir de ce stress. Et puis, la super solution de survie, au bout de 6 mois, eh bien, elle consiste à se reposer. Ainsi, le corps passe d'une phase de stress à une phase de repos obligatoire. Ce repos obligatoire, c'est un peu comme un boxeur qui aurait combattu, et qui soudainement, ou en tout cas a épuisé, jette l'éponge. Le problème initial n'est pas réglé. La situation stressante est toujours là, en arrière-plan. Mais à un moment donné, on n'a plus la force, on n'a plus l'énergie, alors on jette l'éponge. Le corps n'a tout simplement plus l'énergie suffisante pour continuer. Cette sorte de dépression biologique se traduit par une immense fatigue et une impression d'être complètement vidé, totalement épuisé, avec la sensation d'être incapable de retrouver l'énergie nécessaire pour faire face. Cet épuisement apparaît généralement, donc j'ai dit, après 6 mois d'efforts intenses pour sortir du stress. Ce syndrome d'épuisement correspond en termes de dépression, et j'ai eu beaucoup d'exemples de ce cas-là, à ce qu'on appelle un burn-out. La particularité de ce burn-out, c'est qu'il faut remonter 6 mois en arrière pour retrouver l'événement déclencheur. Donc ça, c'est la première particularité. Et très souvent, ce qu'il faudra vérifier, c'est qu'il y a une forme de culpabilité, de responsabilité associée à cet événement. Et donc, je vais vous prendre l'exemple d'une patiente qui est venue me voir et qui était en situation de burn-out. Eh bien, c'est une patiente qui est complètement épuisée, incapable de retourner au travail. Juste, même l'idée de croiser un collègue, de passer dans son entreprise, eh bien, elle entre dans un stress énorme et elle est incapable de le faire. Donc, en fait, tout simplement, à partir de cette hypothèse, eh bien, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé 6 mois avant le début de l'épuisement. Et elle me raconte à ce moment-là, on lui a proposé, je dirais plutôt, on lui a imposé, mais en tout cas, on lui a proposé un poste avec davantage de responsabilités. En fait, elle accepte. Par sens du devoir peut-être, par responsabilité, peut-être par intérêt financier, mais en tout cas, cet engagement
a généré une forte pression intérieure. Sa responsabilité dans cet instant-là, sa culpabilité, qu'elle a mis plusieurs séances à accepter, eh bien, c'est d'avoir dit oui. Elle est coupable d'avoir accepté cette proposition. Et à partir du moment où elle a accepté cette proposition, elle s'est mise dans une stress, dans une situation. Elle a lutté, tout donné, absolument tout donné, jusqu'à ce que 6 mois plus tard, un jour, elle rentre au travail, elle arrive à son travail et elle peut plus, elle part, elle laisse tout en plan, elle jette l'éponge, son corps lâche, c'est le burn-out. Un autre exemple que je donne souvent, et certains de mes stagiaires le connaissent déjà parce que ça a été un grand moment de consultation pour moi, il est dans un état dépressif profond, épuisé, reclus chez lui, etc. Et là, de la même façon, je recherche qu'est-ce qui s'est passé 6 mois en arrière et de façon toujours très simple, il me dit, bah, c'est simple, c'est quand ma femme m'a mis dehors. Un peu dans un état d'une structure un peu de victime. C'est ma femme qui m'a mis dehors. Mais pour moi, c'est pas suffisant parce que je vais chercher quelle est la vraie raison qui a fait que sa femme l'a mis dehors. Et je cherche cette fameuse responsabilité, cette fameuse culpabilité. Et après insistance, il finit par avouer qu'un matin, il a eu un comportement inapproprié avec sa belle-mère. Le soir même, sa femme l'a mis dehors. Sa responsabilité est là, un acte déplacé qui a déclenché toute une série de stress et de culpabilité. Pendant 6 mois, il a tenté de s'en sortir, mais son énergie s'est épuisée. Le problème, le fait qu'il soit donc plus chez lui, qu'il puisse plus rentrer, que sa femme l'ait mis dehors, n'a jamais été vraiment réglé. Mais le corps, lui, a épuisé toute son énergie. Il est vidé, il a déclaré forfait. À présent, nous voulons attirer votre attention sur un autre type de dépression, beaucoup plus discret, beaucoup plus caché, ce que la sphère médicale présente sous le nom de dépression larvée. Alors, qu'est-ce qu'une dépression larvée? En fait, ce sont des dépressions qui ne se manifestent pas directement par de la tristesse ou un mal-être évident, mais plutôt à travers certains symptômes physiques. En fait, certains symptômes peuvent agir comme des signaux d'alerte, des marqueurs d'une dépression non exprimée. Prenons quelques exemples concrets. Par exemple, la neutropénie. C'est une pathologie où l'on observe une chute du nombre de globules blancs et une diminution de la capacité du corps à combattre. Cela veut dire que le corps a de plus en plus de mal à se défendre. Et derrière ce déficit biologique peut se cacher un vécu émotionnel très fort, une véritable impuissance à se battre ou se défendre, un ressenti du type je ne vaux plus rien, alors pourquoi me défendre en fait? Je ne le mérite même pas, je n'ai tellement plus de valeur que cela sert à rien de me défendre. C'est une véritable impuissance émotionnelle qui s'exprime dans le corps. Un deuxième exemple, c'est l'anémie. L'anémie qui se traduit par un déficit de globules rouges et donc moins d'oxygène qui circule dans le sang. Donc, le sens de ne plus produire de globules rouges correspond à un besoin inconscient d'apporter moins d'oxygène, donc moins de vie à l'intérieur de soi. C'est ce qui peut arriver quand on a le sentiment profond, avec ce ressenti, je dérange, je ne mérite pas de vivre. Il vaudrait mieux que je disparaisse pour que ma famille retrouve son équilibre. Et c'est d'ailleurs exactement le vécu d'une de mes patientes. Je reçois une jeune patiente qui est sous traitement depuis un certain temps avec plusieurs pathologies cancéreuses. Et en fait, sa difficulté, elle voulait disparaître pour que sa famille retrouve la paix, parce que pour elle, elle dérangeait toute sa famille. C'était l'impression que sans elle, eh bien, enfin, la famille serait tranquille. Et donc, c'est cette petite disparition. C'est comme je m'efface tout doucement, en tout cas, petit à petit, j'enlève tout ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Donc, on retrouvera ça fréquemment dans certaines pathologies cancéreuses, une diminution des globules rouges et des globules blancs, bien sûr. Ce sont 2 exemples de dépression larvée, mais en fait, il en existe plein d'autres. C'est pour les décodeurs, on voulait vraiment insister là-dessus parce que on pourra retrouver, par exemple, des dépressions larvées, donc ce mécanisme dans d'autres pathologies, comme par exemple l'ostéoporose, donc les os disparaissent, bien, n'ayant plus de valeur, je m'efface souvent sans laisser de traces, je m'effondre de l'intérieur. Dans la gueusie aussi, c'est-à-dire la perte de goût, la saveur disparaît. Je n'ai plus le goût de vivre. C'est ce qu'on retrouvera larvé derrière cette pathologie. Donc là, ce sont vraiment des dépressions qui se vivent à l'intérieur du corps. On retrouvera ça dans certaines fontes musculaires.
hein, sans aller jusqu'à la myopathie, mais c'est je n'ai plus la force d'avancer. C'est un refus inconscient d'avancer dans la vie. On retrouvera ça aussi dans les troubles alimentaires, notamment l'anorexie, ou l'anorexie, c'est pareil, je disparais, hein, je fais plus que 30 kilos parce que une partie de moi est persuadée que je dérange, je gêne, je suis en trop et que la famille serait plus heureuse si je n'étais pas là. En fait, il est impossible de faire la liste complète de toutes les pathologies cachant une dépression larvée, mais ce qui est important surtout pour les décodeurs, ou en tout cas les thérapeutes, c'est d'être attentif face à une pathologie pouvant être qualifiée de dégénérative, c'est-à-dire où l'on observe une perte importante de cellules, de tissus, ou un déficit de fonction. On retrouvera ça par exemple dans certaines pathologies comme le Parkinson, la SLA, la maladie de Charcot, les insuffisances, insuffisance cardiaque, pulmonaire, etc. Même dans la maladie d'Addison ou Alzheimer ou certains diabètes. Dans ces cas-là, en tout cas, il est essentiel d'explorer l'éventualité d'une dépression sous-jacente. Et ça, ce sera important parce qu'il faudra travailler ça en parallèle avec le conflit déclenchant de la maladie. Parce qu'en effet, dès qu'il y a déficit de fonction, la personne, elle est structurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est construite sur une stratégie d'effacement. D'effacement de soi ou d'effacement d'une partie de soi. Elle se trouve ainsi dans une incapacité consciente ou inconsciente à faire face, hein, une difficulté réelle à affronter la vie, à affronter le monde, à affronter les autres, à affronter la réalité. Et bien souvent, elle s'accompagne d'un déficit profond d'estime de soi, de sentiment de culpabilité qui verrouille le système. Donc, nous avons abordé certains symptômes, mais il est important de garder à l'esprit que bien d'autres pathologies doivent aussi être observées comme étant potentiellement source de dépression. C'est le cas, par exemple, des pathologies lourdes, graves, voire mortelles, comme les cancers, les maladies auto-immunes, etc., etc., ou encore des pathologies où la personne n'a plus l'espoir de s'en sortir. Hein, donc, on retrouvera ça dans les troubles du comportement, anorexie, boulimie, mais aussi certains TOC, certaines dépendances, etc. Cependant, si dans certains cas, la maladie peut être le reflet d'une dépression, dans d'autres cas, la dépression peut être vue comme une super solution de survie permettant d'économiser le corps. Je survis, mais je ne vis plus vraiment. C'est typique de certains états dépressifs qui surviennent suite à un choc vécu comme violent, ayant un caractère vital. Comme nous l'avons vu dans l'introduction du décodage, plusieurs chocs peuvent se traduire par un trouble du comportement et donc un état dépressif. Par exemple, dans certains cas, comme la perte d'un enfant, utérus, prostate, gonade pour les décodeurs, et dans certains stress vitaux vécus comme sans solution. Parce que la perte d'un enfant, par exemple, c'est un choc tellement brutal et violent, sans solution, elle est suffisamment forte pour déclencher un état dépressif instantanément. Et dans ce choc qui est lié à cette perte, je peux me sentir coupable d'en être responsable. Le jugement amène à l'intérieur de moi une forte culpabilité et cette dépression est liée à une perte vitale. On insiste sur ça, sur la notion de vital. Plus la culpabilité est forte, plus je peux rentrer dans le désespoir, voire le désintérêt dans la vie. La vie est insupportable, elle n'a plus d'intérêt, elle n'a plus de sens. Je peux en plus me sentir coupable, ce qui est insupportable à vivre, comme est insupportable la perte de mon enfant. Donc la solution sera de me couper de la vie et ce vécu viscéral, archaïque, vital, d'incapacité à vivre est omniprésent. En toile de fond, il y a toujours la peur du jugement de moi et des autres, avec surtout une grande culpabilité qui s'est installée. Il apparaît évidemment que pour sortir de cet état, la stratégie sera de sortir de ce sentiment profond de culpabilité, de retrouver l'espoir, de se reconnecter à l'amour, qui est le remède au jugement, et d'apprendre à vivre dans un monde où le jugement existe et sortir de l'illusion que le monde n'est que jugement. Cette stratégie pour sortir du deuil peut être difficile parfois parce que les personnes sont construites et structurées sur la culpabilité et sur une très faible estime d'eux-mêmes, qui est basée sur l'idée qu'elles se font d'elles-mêmes, qu'elles ne méritent pas de vivre. Les structures coupables. En allant au bout du deuil, elles pourraient se sentir coupables d'abandonner leur enfant. Alors, la dépression qui est en lien aussi avec l'organisation sociale, parce qu'avant de rentrer dans le détail de ce décodage, il convient de revenir sur deux notions importantes qui régissent les relations.
la notion de territoire, d'une part, et celle d'existence, d'autre part. Que l'on soit humain ou animal, le besoin d'avoir un territoire est central. Le territoire, s'il peut se représenter sous la forme d'une maison, sous la forme d'un travail, d'une famille, d'un conjoint, d'un enfant. Et ce territoire qui m'appartient, il doit être sécure, il doit être juste, il doit être délimité. La perte de territoire, c'est dramatique. Sans territoire, plus rien n'existe. Il est donc primordial de tout faire pour le garder, le défendre, le délimiter. Et cette capacité nécessite d'être sur une polarité masculine qui agit, affronte, limite et défend. Mais le besoin d'exister dans son territoire est tout aussi essentiel. Il se décline par des besoins d'être à sa place, d'être reconnu, d'être identifié, d'être choisi, d'être en sécurité, d'organiser son territoire. Cette nécessité d'exister fait davantage appel à une polarité féminine qui doit tout faire pour continuer à exister dans son territoire, en fuyant, en évitant, en s'effaçant, en louvoyant, par exemple. Donc, ces deux polarités, la féminine et la masculine, le yin et le yang, existent en chacun de nous, mais elles ne peuvent agir en même temps. On va ainsi alterner notre manière d'interagir dans nos relations en étant soit actif, soit davantage passif. Et si lors d'une situation difficile, aucune de ces deux polarités n'est efficace, surtout face à une figure d'autorité, par exemple un juge, un patron, un conjoint, la super solution, c'est de ne plus bouger, de rentrer dans un état de soumission que nous avons évoqué tout à l'heure, face à la police, par exemple. C'est le patt hormonal pour les décodeurs. Si dans cet état de soumission s'ajoute une perte de territoire, c'est le drame, l'instant déclenchant de la dépression. Par exemple, un homme qui travaille dans une entreprise et qui est soumis à son supérieur, qui est toujours insatisfait, quoi qu'il fasse, il a des reproches. Et il devient complètement soumis jusqu'au jour où on lui dit qu'il doit changer de lieu de travail. Pour lui, c'est une perte de territoire. C'est le choc. Il perd son moteur dans l'existence. Perte de motivation, perte d'intérêt. Je n'ai plus foi en l'avenir, dans ses capacités à retrouver un territoire. Ainsi, la dépression peut être décodée en deux temps. Retrouver la perte de territoire d'une part et retrouver l'origine de cet état de soumission. Dans le cas de mélancolie, qui est un niveau le plus élevé de la dépression, le décodage est plus complexe, car à cet état de soumission et de perte de territoire dont vient de parler Ève, eh bien, il faudra aller chercher, eh bien, ce dont on a parlé tout à l'heure, la triade de la création, et souvent avec cette dépression à caractère vital liée à un désespoir dont Ève vient également de nous parler. Ah, donc, c'est ça qui va être important, de vérifier de profondes dévalorisations, de problématiques de culpabilité qui sont toujours là, qui sont structurantes. Alors maintenant, la bipolarité. La bipolarité ou maniaco-dépression se traduit, elle, par une alternance, en fait, d'épisodes maniaques ou d'hyperactivité et de périodes de dépression ou d'hypoactivité. Hein, donc, sachant que c'est les périodes d'hypoactivité qui sont les plus dangereuses car en général, elles amènent à de nombreux suicides. L'hypothèse proposée par le décodage, en fait, c'est une alternance. D'une part, comme on vient de le voir avec Ève, de perte de territoire, de la polarité masculine qui donne des phases down comme la dépression. Hein, donc, je perds mon territoire, je rentre dans une phase de dépression parce que du coup, je deviens complètement, j'ai plus de territoire, je peux plus agir. Et d'autre part, l'alternance, eh bien, de non-existence dans le territoire, vécue comme une frustration affective, de manque de place, manque de respect de soi, qui se traduit par une stratégie masculine, une masculine où donc je dois agir, je dois faire. Le sens de ce côté maniaque, eh bien, c'est de tout faire pour exister, tout faire pour être vu, tout faire pour être reconnu, tout faire pour avoir une place. Donc là, les décodeurs auront reconnu une alternance de conflits actifs des veines coronaires et des artères coronaires qui alternent et qui font, d'un côté, je vais être plus actif et de l'autre côté, je vais être en hypoactivité. Dans le cas des dépressions anxieuses, c'est un mélange de dépression et de forte anxiété. Alors, c'est assez particulier parce que l'anxiété est tournée vers le futur et la dépression vers le passé. Mais dans les cas de dépression anxieuse, eh bien, il faudra ajouter aux hypothèses de décodage de la dépression
qui sera spécifique, qu'il faudra définir avec chaque personne, eh bien celle de l'anxiété. Rappelons que l'anxiété est une alerte naturelle pour notre sécurité, mais si elle devient trop forte et récurrente, elle peut se traduire par des troubles anxieux, ce dont on a parlé dans l'introduction, qui sont de plus en plus importants, surtout chez les jeunes. Il s'agit en fait d'une inversion dans laquelle, pour être en sécurité, la personne se remplit de ce qui l'effraie. Je remplis ma vie de menaces pour être en sécurité. C'est l'exemple d'une de mes patientes qui, en fait, face à l'action, n'avait pas peur, mais l'idée en fait que quelque chose pouvait la menacer, et là, l'anxiété arrivait. Hein, et en fait, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, la question, c'est quelle est la menace qui m'a fait peur et quelle est la sécurité dont j'ai été séparée, puisque je remplis ma vie de menaces, ça veut dire que j'ai besoin de menaces pour me sentir en sécurité. Et dans mon exemple, cette patiente, en fait, son papa menaçait sans cesse de partir. Son papa qui, au demeurant, représentait la sécurité. Donc, pour être en sécurité, eh bien, je me remplis de menaces. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que souvent, la personne a conscience du côté disproportionné ou exagéré de ses craintes, hein, mais elle n'arrive pas à les contrôler, ni à les arrêter, ni à arrêter d'y penser. Cela valide bien souvent des croyances sur soi, que l'on n'est pas capable, qu'il n'y a pas de solution, et se traduisent le plus souvent par des stratégies d'évitement. Et cette stratégie d'évitement, elle est bien à court terme parce qu'elle permet d'éviter le problème, mais en fait, à long terme, elle alimente l'anxiété, elle alimente l'état dépressif et elle alimente surtout l'incapacité de la personne à y faire face. Et donc, c'est une boucle qu'il faudra vraiment repérer, hein, d'éviter, en quelque sorte. Ce sera vraiment ça la stratégie, hein, pour aider la personne à s'en libérer. Un petit conseil, c'est qu'il sera judicieux aussi de vérifier la relation parentale. Parce qu'en fait, effectivement, les parents très angoissés, par exemple, ou super protecteurs, peuvent transmettre leur propre angoisse et leur propre peur. Hein, donc, le suivi des personnes angoissées nécessite un cadre, du coup, très rassurant, avec des points de repère en cas d'urgence qui vont permettre de diminuer l'angoisse. Ah, mais là, c'est un travail sur le futur et sur le passé, hein, qu'il faudra faire. Et c'est intéressant maintenant, du coup, de s'intéresser. Justement, là, c'est un début d'approche de la thérapie, mais en fait, quelle stratégie on pourrait vous proposer? Alors, attention, nous souhaitons mettre l'accent surtout sur la posture du thérapeute avant tout, qui pourrait orienter le patient sur d'autres thérapies pour complémenter le suivi sur sa maladie et discerner les patients qui ont aussi besoin d'une aide médicamenteuse ou d'autres thérapies qui peuvent être complémentaires et positives pour elles. Bon, bien sûr, l'accompagnement en décodage ne remplace en aucun cas le suivi médical, mais il intervient dans une logique de complémentarité. Donc, le décodage émotionnel des symptômes n'est ni une promesse de guérison, ni une vérité, ni une certitude. C'est juste une ouverture, une curiosité et un champ d'hypothèses. Même s'il n'existe aucune solution toute faite et reproductible, il est cependant possible de dégager de grands axes orientant la stratégie thérapeutique afin de faciliter le changement. La personne doit faire le chemin de la guérison, car le chemin est la guérison. Cheminer, c'est changer. Donc, quel est le but du décodage? C'est de découvrir les besoins biologiques qui sont non satisfaits et qui sont toujours actifs dans le comportement de la personne. Dans cette optique, il faut commencer par définir avec précision le type de dépression, comme on l'a dit au début, de chaque patient avec une anamnèse très détaillée. Hein, c'est pas pareil, un burn-out, une dépression, enfin, les dépressions larvées, une mélancolie, une bipolarité, l'anxiété, une chronicité. Et à partir seulement de cette enquête, l'accompagnant, et c'est là la grande originalité du décodage, oriente son travail non pas sur le problème dépression, mais au contraire sur son utilité, sur son sens. Voilà, pour mémoire, il faut toujours penser que le problème n'est pas la dépression et que la dépression a un sens et bien sûr une utilité. Donc, il faut aussi chercher quels sont les besoins biologiques, physiologiques que cette dépression vient satisfaire. Par exemple, besoin d'avoir un territoire, ou besoin d'exister dans son territoire, et de besoin de repères, de sécurité, besoin de retrouver le goût de vivre, ou encore de sortir de la soumission, de sortir du jugement ou de la dévalorisation. Sachant, comme nous l'avons vu plus haut, qu'il y a au moins 2 conflits, mais souvent 4 ou 5, cela peut se dérouler sur, bien sûr, plusieurs séances.
Alors là, on a vu le but du décodage, mais maintenant, quel est le but de l'accompagnement, en fait? Donc, le but de décodage, on retrouve les conflits. Et quel est le but de l'accompagnement? Eh bien, dans un premier temps, il sera important de rejoindre la personne dans sa réalité. Et une des manières de le faire, eh bien, c'est d'exprimer ses besoins inconscients. L'avantage d'exprimer ses besoins inconscients, en fait, eh bien, c'est que cette personne va se sentir comprise, rejointe dans sa réalité. Elle ne va pas se sentir jugée. Et le premier intérêt, c'est du coup, de créer une relation de confiance. Et ça, c'est qui est construit en fait sur les véritables besoins, souvent inconscients de la personne, mais quand on lui parle, d'un seul coup, elle se sent rejointe dans sa réalité intérieure. Dans un deuxième temps, eh bien, on va chercher à accentuer notre recherche sur les instants où la personne n'a pas pu satisfaire ses besoins profonds. Et on va travailler sur la racine des différents chocs sans solution à l'origine de ces dépressions. Je vous donne un exemple tout simple de ces deux niveaux. Dans un premier temps, eh bien, je vais m'exprimer avec une personne et lui dire, effectivement, c'est tellement difficile d'avoir un territoire à soi et puis sans dépendre d'une autorité injuste. En fait, cette reformulation permet de rejoindre la personne dans ses besoins non satisfaits. Et dans un deuxième temps, je vais chercher à quel moment elle s'est soumise à une situation injuste et où elle n'a pas pu avoir son territoire. Il est important également de repérer tous les mécanismes de défense. Alors, on ne peut pas vous présenter tous les verrouillants, mais en tout cas, ce qui nous est apparu, c'est important, c'est de repérer surtout certaines structures verrouillantes qui ont, à la base, comme pour les symptômes, une intention positive, que ce soit une structure de personnes mentales, victimes, anxieuses, des personnes qui sont dans tout ou rien, c'est-à-dire vraiment le noir ou le blanc, des structures rigides, etc., eh bien, sur laquelle la personne est construite. Dans ce cas, il faudra agir directement sur ces structures en faisant un travail plus profond, plus spécifique pour chacune d'elles. Ce qui nous amène bien souvent à travailler des structures difficiles comme la culpabilité, l'état perpétuel de victime, les résistants, etc. Il faudra également être vigilant à certains bénéfices secondaires, car, par exemple, rester dans une posture de victime peut permettre à certaines personnes d'attirer le regard, d'attirer l'attention et de donner un sens à sa vie. Si la personne lâche sa dépression, lâche son symptôme, elle a peur de ne plus exister du tout. Mais dans le travail du décodage, eh bien, on va permettre à la personne de mettre en lumière ses besoins non satisfaits, bien sûr, mais surtout dans les états dépressifs, de faire attention à commencer également par apporter des ressources. Parce que c'est souvent des personnes dans les états dépressifs qui sont démunies. Elles n'ont pas idée de leurs besoins non satisfaits. C'est à nous de les trouver, c'est à nous de les satisfaire et c'est à nous d'apporter les ressources adaptées à chaque personne. Et c'est le seul moyen pour qu'elle puisse enfin accepter d'avancer petit à petit. Mais il y a des points de vigilance, eh bien, qu'il faudra toujours garder en arrière-fond. Comme par exemple, Eh ben, aller vers des changements progressifs et permettre à la personne aussi de revenir dans le corps, de revenir dans l'instant présent et tout faire pour décontaminer le futur que le dépressif voit toujours très sombre et inatteignable. Enfin, transformer sa relation à lui-même et sa relation aux autres. Être attentif aussi à l'organisation sociale qui peut bien sûr être déstabilisée par un changement et une véritable transformation. Enfin, responsabiliser la personne en lui redonnant son pouvoir sur elle, sur ses pensées et sur son corps. Apprendre à banaliser ce qu'il pense être des échecs et qui sont des expériences en fait, et avoir tous les chemins parcourus. Faire preuve de pédagogie. Alors pour moi, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le plus incroyable, c'est quand même de réaliser que le symptôme, c'est toujours la solution idéale que j'ai trouvée pour me sortir d'un conflit. Je pense que ça, pour moi, c'est vraiment fondamental à dire à la personne. Donc de ce fait, je suis un super-héros de ce que je fais. Je suis un super-héros pour modifier mon comportement.
on a vraiment voulu vous mettre en avant les dépressions qu'on a qualifiées, nous, de biologiques, parce qu'en décodage, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on retrouvera fréquemment. Et puis, les dépressions à caractère vital, pour les spécialistes encore en décodage, c'est celles qui unissent plusieurs conflits du premier étage. Et au contraire, les dépressions à caractère social, qui elles, se retrouvent leur origine dans le quatrième étage. Mais voilà. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur ces différentes catégories de dépression qu'on a mis en avant? Et nous sommes là pour y répondre. Question sur le chat. Oui, Christelle qui demande, la fibromyalgie, est-ce une dépression? alors, c'est pas une dépression, mais qu'on soit bien clair, dans les dépressions larvées dont on a parlé, on a dit qu'il fallait avoir une attention parce que ça pouvait être l'expression d'une dépression, mais ça ne veut pas dire que c'est une dépression. Mais pour nous, en décodage, qui allons suivre, parce que voilà, dans les cas de fibromyalgie, donc je crois qu'il y a tout un texte non sur la fibromyalgie sur le site de l'AIPDBS. Mais en tout cas, il faut avoir une attention parce qu'on est sur quelque chose des douleurs chroniques et la chronicité de la douleur peut entraîner souvent un état dépressif. Avec la fibromyalgie, j'ai aussi une très grande fatigue, en fait, des problèmes d'insomnie, de digestion. Oui, c'est ça. Hein. Et donc, c'est tout un tas de symptômes qui vont s'unir pour dire, bien en plus, après, on n'a plus d'issue, on n'a plus de solution, etc. Et qui vont être à l'origine. Hein. Et donc, c'est là qu'on a parlé tout à l'heure de ce qu'on a appelé, Ève a présenté l'autodéclenchant, c'est-à-dire que la manière de vivre son symptôme, le fait d'être sans solution, eh bien, peut réactiver, en fait, un état dépressif sous-jacent. Dans la fibromyalgie, il y a une culpabilité, mais surtout, il y a une dévalorisation profonde de soi et de ne pas pouvoir s'en sortir. Du coup, c'est aussi ce qu'il faudra travailler parce qu'on retrouve ça dans beaucoup d'autres dépressions, vraiment la dévalorisation profonde de soi. Merci. Voilà, j'espère avoir répondu, Christelle. Oui, merci. Bonsoir. J'avais une question, moi c'était plus par rapport à la manière de travailler avec des personnes dépressives, parce que, alors, déjà il y a le fait que les personnes qui sont dépressives, ils sont en dorsal complet, donc ils n'ont pas accès déjà, enfin difficilement accès à leurs sensations, et en plus souvent ils prennent des médicaments. Donc, moi, j'ai travaillé quelques fois, ça m'est arrivé pas beaucoup, mais 2, 3 fois. Mais j'ai vraiment là actuellement un problème parce que j'ai mon fils qui est en grave dépression depuis plus de 2 ans, presque 3 ans. Et je vois bien qu'avec plein de tentatives, ça bloque complètement. Et moi, les personnes que j'avais, souvent, j'avais ce problème-là aussi, c'est-à-dire que tout ce qui était pédagogique, expliquer les choses, ça fonctionnait bien. Même comprendre le démarrage, ça fonctionnait bien. Mais après, pour aller à la racine, c'était compliqué parce qu'ils n'avaient pas accès à leurs sensations. Et du coup, il y avait souvent. Donc, je ne sais pas, toi, comment tu t'y prends là, à ce niveau-là, parce que. Alors, c'est là qu'il faut être patient en tant que thérapeute. Oui. Voilà, quand on reçoit des patients en troubles dépressifs ou anxieux, il faut être hyper patient. D'accord? Et une des stratégies, c'est effectivement d'amener petit à petit la personne dans son corps. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de thérapies aussi complémentaires, des massages, etc., des thérapies énergétiques. Et c'est vraiment ce biais de complémentarité. Et le médicament, oui, peut être un frein, mais en fait, c'est là que j'expliquais aussi tout à l'heure, ce qui va être important, c'est de travailler la structure de la personne. Tu vois, tu peux travailler l'origine émotionnelle à travers le ressenti, mais en fait, pour travailler en décodage, il y a 3 portes d'entrée pour moi. Il y a 3 portes d'entrée importantes. La première porte d'entrée, c'est travailler sur les croyances, qu'on appelle les pensées automatiques. Donc, ces fameuses pensées automatiques. Les pensées réfléchies, il faut bien faire la différence entre les deux. C'est ce que je me dis sans savoir que je me le dis. Ça, c'est les pensées automatiques. Donc, ça, c'est ce qu'il faudra petit à petit modifier. Et que chaque pensée automatique, ensuite, on peut travailler effectivement sur les émotions, le ressenti, aller à l'intérieur de son corps. Oui, ça, c'est aussi une porte d'entrée qui est très difficile d'accès pour les personnes en état dépressif. C'est ça dont tu veux parler. Ça, c'est difficile d'accès. Donc, première porte d'entrée, elle est accessible parce qu'on peut aller sur les pensées automatiques.
Mhm. Deuxième porte d'entrée, on est un peu bloqué parce qu'effectivement aussi, les médicaments vont bloquer cet accès-là. Mhm. Mais la troisième porte d'entrée, elle est tout à fait jouable. Elle est tout à fait jouable parce qu'on va travailler sur les besoins biologiques. Mhm. Et c'est Oui. vraiment ça la différence. C'est que si tu es attentive au type donc, de vraiment, si tu fais une anamnèse précise avec chaque patient, c'est le repli sur soi. C'est par exemple de décrire son quotidien. Dans sa quotidienneté, par exemple, si tu fais décrire un patient de qu'est-ce qu'il vit dans son quotidien, eh bien, il va te parler de ces conflits qui sont actifs. Et c'est là qu'il va falloir apprendre à le repérer. Et quand tu le repères de cette manière-là, toi, et c'est ça toute la stratégie du décodage pour moi, tu vas repérer ce que ce comportement vient satisfaire en termes de besoins biologiques inconscients. Et c'est Mhm. vraiment ça pour moi la spécificité du décodage. Oui, Tu mais vois? oui, je Voilà. comprends bien ça, mais comment après, une fois que tu Et as donc repéré ça, après, sans... toi, après, dans ta stratégie, t'es pas obligé de la reformuler, mais tu sais que dans ton accompagnement, si tu vas faire des ressources, tu vas essayer de combler petit à petit ces besoins-là. D'accord, ok. Ces besoins dont la personne n'a pas forcément conscience, puisque c'est des Mhm. besoins biologiques inconscients. Et Mhm. c'est vraiment ça en termes de stratégie qui est vraiment super pertinent. Mais du coup, tu lui en parles de ses besoins ou pas? Pas toujours, pas Pas toujours. toujours. Hmm. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans la stratégie thérapeutique, c'est je vais exprimer les besoins pour rejoindre la personne dans sa Oui, oui, réalité. oui, oui, je D'accord. comprends. Oui, oui, oui. C'est Ouais, vraiment ouais. la première étape. Comme si Et la c'était la deuxième étape, normalité Enfin, exactement. hmm, Je vais le rejoindre là où il est à travers ses vrais besoins. hmm, Tu vois? Par exemple, quelqu'un qui est en repli sur soi, eh bien, je sais qu'il a besoin de justice. Je sais qu'il a besoin qu'on lui impose rien. Donc, je vais surtout pas lui imposer quelque chose. Tu vois, mhm, ça, c'est vraiment la première stratégie. Donc, voilà. Et ça, c'est ces trois portes d'entrée qui sont essentielles à avoir. Et la porte du besoin biologique, c'est vraiment la spécificité du décodage mhm, qui, du coup, permet d'accompagner les personnes en état dépressif d'une autre manière. mhm. Voilà. Ok, merci. Moi, j'ai Voilà. une question, Béa et Yes. Ève, par rapport à les doubles contraintes. Les personnes qui Oui, sont coincées dans les doubles contraintes peuvent être en lien avec une dépression? oui, comme dans tous les troubles du comportement. En fait, dès qu'il y a trouble du comportement, il y a deux. Il y a, euh, j'ai envie d'avancer et de reculer en même temps. Donc, ça, c'est aussi une particularité, hein. Voilà, dans les cours que je présente sur les troubles du comportement, c'est vraiment quelque chose il y a des caractéristiques communes à ce qu'on pourrait qualifier de l'ensemble des troubles du comportement. La dépression, c'est une particularité. Après, j'ai pas voulu présenter toutes les dépressions, hein. On a vraiment ciblé sur quelque chose dont on n'a pas l'habitude de parler quand on parle de dépression. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé des dépressions larvées, hein, parce que elle faisait pour nous plus sens pour des décodeurs. Et ce qu'on a voulu aussi souligner, et ce que Eve a dit tout à l'heure, c'est important de bien, en tant que décodeur, en tant qu'accompagnant, quel que soit le type d'accompagnement qu'on propose, de connaître ses limites, de savoir si on peut accompagner ces personnes-là et jusqu'où, etc. Ça aussi, c'était important pour nous. Moi, dans ma fibromyalgie, à la fois, c'est comme si je me sentais coupée en deux, c'est-à-dire que j'ai, pour certains, enfin, dans ma profession auparavant, je connais mes qualités, mes compétences, etc. Et en même temps, j'ai une dévalorisation. C'est comme si ça fait un peu double message. En même temps, je me suis valorisée et en même temps, je suis dévalorisée. Donc, c'est compliqué à gérer en fait, parce que j'arrive pas à avancer avec ça. Oui. Tu parles de quelque chose d'essentiel dans la fibromyalgie, hein. C'est la fibromyalgie touche toujours des articulations, pour la plupart en tout cas. Et l'articulation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui articule deux valeurs. Donc, une valeur va dans un sens et l'autre va dans l'autre sens. Donc, en fait, je suis toujours, en tout cas, tu vois, dans cette dissurure, dans cette difficulté. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, Christelle. Oui, moi j'avais quelques remarques, là, je peux prendre la parole. Simplement dans les personnes que j'ai accompagnées
ou que j'accompagne encore dans leurs problèmes de dépression, euh, si on explore un petit peu leur histoire, presque immanquablement, on arrive sur les conditions dans lesquelles elles sont arrivées sur cette terre. C'est-à-dire la façon dont elles ont été attendues. Est-ce que les parents désiraient vraiment cet enfant? Est-ce qu'ils désiraient un garçon, c'est une fille qui est arrivée, ou l'inverse, etc. Est-ce que la grossesse s'est bien passée? Est-ce que l'accouchement s'est bien passé, etc. Donc, systématiquement, dans les demandes concernant les états dépressifs, on arrive pratiquement toujours à ces conditions autour de la grossesse, de la naissance. Par exemple, un cas que j'ai rencontré plusieurs fois, un certain nombre de fois, c'est par exemple la mère qui est elle-même dépressive. Et là, en général, c'est garanti d'avance. La personne, surtout la fille, j'ai surtout vu des femmes, elle est sûre de démarrer plus tard, pas forcément dans son enfance, mais plus tard, il y aura une dépression quoi, chez elle. Donc, on a beaucoup exploré cette partie-là, les conditions dans lesquelles elle a été conçue, dans lesquelles la grossesse s'est passée, dans lesquelles l'accouchement s'est passé, et dans lesquelles la personne a reçu l'accueil dont elle avait besoin, dont a besoin tout nouveau-né, quoi. Et donc, en général, on va un peu plus loin en explorant un peu les mémoires familiales, les mémoires transgénérationnelles. Par exemple, la mère est dépressive, il y a de grandes chances que la grand-mère maternelle soit dépressive aussi. Donc, il y a tout un système familial dans la lignée qui conduit à cette dépression. Et c'est un peu comme si cette dépression datait de générations et générations antérieures, et que la personne qui vient consulter, c'est la première qui en a réellement conscience. On en arrive à la conclusion que c'est à elle de libérer cette mémoire familiale pour elle-même, pour les générations suivantes et même pour les générations antérieures. Donc, oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Robert. C'est un peu ce qu'on voulait dire quand on parlait de structure, en fait. C'est pour ça qu'on a parlé de structure. Dès qu'on parle de structure, on parle de choses évidentes, c'est-à-dire soit du projet sens, soit du transgénérationnel, soit de la vie intra-utérine, soit de la toute petite enfance. Donc, c'est pour ça qu'on a insisté sur les structures. Après, il aurait fallu faire un cours sur comment travailler les structures, etc., etc. Hein, mais voilà, c'est effectivement souvent des personnes qui sont structurées sur la problématique. Et donc, dès qu'elles sont structurées sur la problématique, la recherche en termes de thérapie, elle peut être transgénérationnelle, dans le projet sens, dans la vie intra-utérine ou la toute petite enfance. On peut avoir d'autres verrous. On peut avoir du transgénérationnel, mais ce qui est important de signaler aussi, c'est qu'on peut avoir des dépressions qui sont systémiques dans la famille. Systémique, ça veut dire c'est dans le système actuel. Et je me rappelle des patientes, pour celles qui ont fait les cours avec moi, c'est un protocole que je fais souvent qui s'appelle à qui profite le crime, hein, donc à qui profite la dépression. Hein, c'est toujours ça qui est important. Et en fait, de façon assez complètement inconsciente, en fait, c'est sa grand-mère qui, en fait, quelque part, un jour a dit, ben, je pourrais mourir quand tu seras sorti de ta dépression. Donc ça, c'est un verrou très très fort parce que du coup, sortir de la dépression, ça veut dire de façon inconsciente, en pensée automatique, faire mourir ma grand-mère. Hein, donc je reste dans mon système, non pas pour moi, mais je reste dans ma dépression pour le système. Et ça, c'est quelque chose vraiment de spécifique en termes de troubles du comportement de manière générale et à travers la dépression. C'est de bien comprendre que la dépression est la solution pour l'ensemble du système. Hein, que ce soit le système actuel, aujourd'hui, ou le système transgénérationnel. Hein, c'est ce qu'on a essayé de dire en introduction, peut-être on a été vite, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est ça qui est très difficile pour les personnes comme ça, c'est qu'elles ont beaucoup, beaucoup de mal à lâcher leur fonctionnement, parce que effectivement, c'est ce qui, en particulier, c'est ce qui maintient le lien à leur mère. Très, très souvent,
très souvent on arrive là-dessus, le lien d'attachement fusionnel à la mère, qui est indispensable, qui est vital au départ, s'il a été mal vécu dans les tout premiers moments de la vie, la personne se rattache quand même d'une façon ou d'une autre, par la Mhm. dépression, j'ai trouvé d'autres, c'est par la colère, etc. Et donc, c'est très, très difficile de les accompagner pour lâcher ça, parce que c'est pas un bénéfice secondaire, tu parlais de bénéfice secondaire, mais parfois, c'est assez souvent, même c'est un bénéfice absolument vital, quoi. C'est une question de vie et de mort. Si elles lâchent, si elles lâchent ce lien, qu'elles entretiennent par des moyens complètement inappropriés, elles ont vraiment, c'est vraiment la terreur de mourir qui est derrière. Tout à fait. Merci, Robert, en tout cas. J'ai une question, bonsoir à tous. Moi, j'ai particulièrement été intéressé par ce que vous avez dit sur les cytokines. Et malheureusement, vous avez parlé très vite et j'ai pas eu le temps de tout noter sur justement l'inflammation intestinale, etc. Est-ce que vous pourriez répéter juste cette info sur les cytokines et l'inflammation intestinale, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, en fait, en neurosciences, et c'est pour ça que j'ai pas voulu, on n'a pas voulu, pardon, aller plus avant, parce que, en fait, d'après les neurosciences, vous savez, il y aurait des zones du cerveau qui seraient plus sujettes à la dépression, la sérotonine, etc., etc. Il y a d'autres recherches, et notamment sur le lien avec les systèmes inflammatoires et le système digestif, surtout le système digestif. Et en fait, c'est surtout avec le microbiote, et c'est pour ça qu'il parle, en fait, dans cette recherche d'inflammation chronique de faible intensité. Hein, donc, la personne n'est pas forcément au courant de son inflammation, mais c'est des petites inflammations chroniques. Et donc là, il y a une augmentation des cytokines qui sont pro-inflammatoires, hein, et donc qui en fait altérerait, et donc ça c'est la découverte des neurosciences, des communications neuronales. Nous, ce qui nous a intéressé, en tout cas, c'est en altérant en fait cette communication neuronale, pouvait y avoir aussi une influence sur la production de sérotonine, hein, donc qui est impliquée entre autres dans la régulation de l'humeur, du sommeil, etc., dans plein d'autres sphères, et pas seulement dans un état dépressif. C'est une hormone qui est beaucoup plus large. Voilà. En fait, moi, je m'étais aussi beaucoup intéressé à tout ça, notamment à la psychiatrie nutritionnelle. Et donc, on vous dit que 90% de la sérotonine est produite par l'intestin. Ma question, mais du coup, c'est qu'est-ce qu'on en fait, nous, en tant que décodeurs? En tant que décodeur, eh bien, on va s'intéresser aux phases inflammatoires. C'est une inflammation chronique. On va travailler l'inflammation chronique. Alors, dans l'inflammation chronique, il y a une hypothèse de fond qui est la colère rentrée, tu sais, qui dure dans le temps. Donc ça peut être vraiment intéressant de le vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, une petite colère, tu vois, une petite, tu sais, quelque chose qui ronge à l'intérieur. Tu vois, Oui, la colère, le petit feu qui est toujours là, qui est sous-marin, tu vois. oui, Et donc, oui. le besoin, ce serait de s'exprimer. Ce qui serait intéressant, là, c'est pour moi, en tout cas, je réfléchis en même temps que je te parle, mais j'irai chercher, par exemple, s'il n'y a pas des problèmes de dents derrière. Vous savez que le problème de dents, c'est est-ce que j'ai le droit d'attraper mon morceau de vie? Est-ce que, tu vois, qui pourrait correspondre, et en tout cas, qui pourrait être un indicateur d'un verrouillant, là, tu vois, j'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit d'exprimer ma colère, j'ai pas le droit de dire, j'ai pas le droit, etc. Donc, souvent, avec la colère rentrée, je travaille beaucoup aussi la confusion entre l'agressivité et la colère, hein. Donc, l'agressivité, souvent, c'est des personnes qui ont subi des colères et qui l'ont vécu comme une agression et qui se vivent comme si j'exprime ma colère, je vais être agressive, je vais mettre l'autre en danger ou quelque chose comme ça, ou je vais Mm. faire mal à l'autre même. Tu vois, je vais être une mauvaise personne. La colère, c'est une manifestation, en fait, d'un aspect du système nerveux. Et la première réaction du système nerveux quand
perçoit un danger, c'est d'abord le combat. Et donc, les personnes qui vont bloquer sur le mode sympathique, donc qui vont générer de la colère, justement, puisque la colère, c'est une réponse quand on perçoit un danger. Donc, c'est des personnes qui souvent vont ressentir, même sans que ce soit conscient, mais une insécurité. Ils vont se sentir dans une espèce d'état d'insécurité quasi permanent. Et les personnes qui font un burn-out, c'est qu'ils doivent sans arrêt être en mode combat. C'est des personnes qui vont avoir aussi intégré que dans la vie, il faut se battre, il faut toujours passer à l'action, il faut, quoi. Il y a ce truc-là derrière. Et pour se battre, bah, il faut être agressif, quoi. Il faut être... Vous avez beaucoup parlé de jugement et il me semble que vous n'avez jamais parlé du thalamus. Et j'aimerais bien vous entendre sur le rôle du thalamus dans la dépression. Alors, il y a une dépression qu'on va qualifier, et là je parle aux spécialistes en décodage, des dépressions du premier étage, hein. Donc, à caractère vital. On en a un petit peu parlé, on est passé un peu vite. Donc, il y a souvent un conflit de perte d'enfant avec de l'autre côté un jugement de soi. Donc, si tu associes la perte d'enfant plus le jugement de soi, ça fait une dépression. C'est ce que Ève a présenté, hein, c'est je suis coupable quelque part, d'accord? J'ai une part de responsabilité. J'avais une patiente comme ça où en fait elle a perdu son enfant, mais surtout son drame c'est qu'il est mort en moto et son drame c'est que c'est elle qui a payé le permis de moto, hein. Donc elle est dans un jugement sur elle-même. C'est la dépression stricto sensus de décodage. L'autre dépression qu'on va retrouver en décodage, c'est une dépression qui sera plus profonde, qui sera un double conflit du thalamus, justement. D'accord? C'est-à-dire du thalamus droit et du thalamus gauche, avec le jugement de moi sur moi et la peur du jugement des autres. Donc, j'ai peur que les autres me jugent et moi-même, je me juge très, très fort. Et donc, quand le jugement est partout, et c'est vraiment ça le sens de la dépression, une vie sans jugement n'existant pas, eh bien, autant ne pas vivre. Et donc, je rentre dans ce mode survie. Voilà. Ça, c'est l'autre décodage. Et quand tu associes ces conflits du thalamus, là, des deux, associés en plus avec la triade de la création ou une structure vraiment profonde, voilà, de culpabilité, là, tu rentres dans la mélancolie, hein, sur une mélancolie qui est installée. Là, en termes de décodage, il va falloir savoir, c'est est-ce que je peux gérer moi en tant que thérapeute en décodage ou est-ce que je passe aussi, certaines personnes ont besoin d'un accompagnement profond. Ce qu'il faut réaliser, et ce qui est important et qu'on n'a pas dit, c'est que quand moi je reçois une personne en état dépressif, quel que soit son âge, la première question que je lui pose, c'est est-ce que tu as des idées noires? Est-ce que tu as des pensées noires, des pensées suicidaires? Le fait d'en parler, si au moins une personne peut entendre ça, eh bien du coup, je peux le mettre à l'extérieur. Tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, voilà, ça permet de libérer la parole et ça permet d'enlever quelque chose. Et cette triade de la création, les reins, les gonades, et le troisième, c'est? C'est les surrénales. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment une étincelle de vie. C'est-à-dire que si t'as pas de désir, tu vois, si on repart à l'origine, à la source. Si t'as pas de désir, si t'as pas d'envie, eh bien, il n'y a pas de vie sur Terre s'il n'y a pas eu désir de rencontre à un moment donné. Il n'y a pas eu désir, tu vois, du spermatozoïde, de l'ovule. Donc, il faut qu'il y ait un désir pour qu'il y ait cette vie sur Terre. Ensuite, la notion de repère, de rein, eh bien, c'est la sécurité. Comme aurait pu le dire Robert, c'est le premier lieu de vie, hein, cette vie intra-utérine où je dois être en sécurité. Hein, et si José, voilà, c'est comme un oiseau, il va pas pondre un œuf s'il n'a pas créé son nid. Donc ça aussi, c'est un repère vital. Donc ça, c'est indispensable à la vie. Il faut une source de vie. Il faut une source de vie qui soit sécurisante. Ensuite, le troisième élément, eh bien, c'est le cortisol. Et c'est le cortisol qui donne le sens à la vie, qui donne la direction. Eh bien, dans la vie intra-utérine, tu as l'étincelle de vie qui se retrouve là, parce que tu n'as pas de vie sans étincelle de vie. Tu as le lieu de vie, le repère, la vie intra-utérine, et puis le cortisol, car ce sont les glandes surrénales du bébé qui donnent le moment, le désir, le choix. Je choisis cette vie-là et je rentre dans cette vie-là. Et donc, ces trois éléments de la triade de la création se retrouvent bien souvent, retrouvent leur origine dans la vie intra-utérine.
J'ai une Bonjour. question concernant le syndrome d'épuisement. Vous nous parliez d'épuisement au bout de 6 mois d'exposition intense à un stress. Quand une personne a grandi dans le stress, enfant maltraité, etc., on parle pas de 6 mois, on parle de 15 ans, 20 ans. Mhm. Quels sont les effets? Est-ce que l'effet il est décuplé? Ouais, sûrement. Donc, en fait, forcément, cette personne a mis une stratégie de survie en place, Mhm. tu vois, et donc une structure de résistance, sûrement, tu vois. C'est des personnes qui vont être très résistantes, par exemple. Quand tu as été, je sais pas, tu parles sûrement d'une personne en particulier. De ma mère, je pense à ma mère en particulier. Voilà. Donc, tu mets en place un système de survie, mais quand on parle d'épuisement, c'est-à-dire que à un moment donné, tu vois, c'est biologique. En fait, t'as des phases de stress et des phases de repos. La première phase de repos, elle est toutes les 90 minutes. Toutes les 90 minutes, tu es en stress, tu te reposes. Tu es en stress, tu te reposes. Ensuite, tu as un cycle de 24 heures. Et puis après, tu as un super cycle qui est un cycle, en fait, de 6 mois. Mais après, tu peux pas vivre tout le temps dans le stress. Sinon, ton corps, il va pas pouvoir suivre. Ton système orthosympathique, à un moment donné, il a besoin de repos. Sinon, il va bugger. Et quelque part, un trouble du comportement, quel qu'il soit, que ce soit de l'hyperrigidité, qui peut devenir un trouble du comportement, en tout cas, eh bien, en fait, va te permettre de tenir. Voilà. Mais effectivement, ça peut augmenter, hein, plus l'intensité dure dans le temps. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la masse conflictuelle. Hein. La masse conflictuelle, c'est le rapport entre le temps et l'intensité. Plus le temps et l'intensité sont grands, forcément, plus la masse est importante. Donc, plus soit le symptôme va être grave, soit le trouble du comportement va être avancé. Moi, j'aurais une dernière petite question. Dans les maladies, enfin, les symptômes larvés, on va dire, les Ouais, addictions en font partie. en font Pour partie, moi, oui, en bien font sûr. partie. Mm. Ouais, ça peut être, voilà, c'est, n'oubliez pas une dépendance, quelle qu'elle soit, c'est je me remplis de quelque chose pour éviter de sentir quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, qu'est-ce que j'évite de sentir en me remplissant d'une substance X ou Y? Donc, en tout cas, ça peut être une hypothèse que l'on peut aller vérifier. Bien, en tout cas, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. D'accord.